Journal de bord d'un élu local. Avec Nico Ding 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 ding. Et Gaël. Bonjour Yann Lafont. Salut Gaël. Bonjour Nicolas Orgelet. Salut Yael. Salut Yann. Salut Nico. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors donc on se retrouve cette semaine avec Yann Lafont qui est élu à la ville de Blois et vice-président à l'agglomération. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, chers auditeurs, on est en extérieur, on n'est pas dans ma cuisine cette semaine, on s'est mis sur ma terrasse et c'est quand même très sympa. Alors là, il y a des petits oiseaux qui s'invitent, on verra s'ils sont pas trop bruyants. Alors, sur cet épisode, on va se parler un petit peu des réseaux de chaleur de la ville de Blois, avec toi Yann. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quoi ça correspond exactement ? Parce que comme d'habitude, moi je connais rien, donc explique-moi tout. Un réseau de chaleur, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est un réseau de tuyaux qui va aller prendre de la chaleur depuis plusieurs sources. On entrera dans le détail un petit peu après, j'imagine. Et puis qui va aller le distribuer sur un certain nombre d'immeubles ou d'équipements, que ce soit beaucoup de logements sociaux dans les quartiers nord de la ville. Et puis on va aller chauffer aussi des bâtiments de la sécurité sociale, l'hôpital, etc., etc. Donc avec une chaleur largement décarbonée. Et puis ça produit également de la chaleur pour l'eau chaude sanitaire. Tu as une idée du nombre de logements, enfin de bâtiments En équivalent, alors aujourd'hui on a 2 réseaux de chaleur sur la ville de Blois. On a un au niveau de la zone Bégon-Croix-Chevalier et un autre sur la zone province-La-Place. Et on considère qu'on chauffe et qu'on apporte de l'eau chaude sur un équivalent de 8000 logements. Ouais, c'est bien. Je rappelle qu'il y a entre 45 et 50 000 habitants à Blois, donc c'est une proportion assez importante. Ouais. Ok. Alors, on rentre dans le détail, comment ça marche ? Alors, on va alimenter ces réseaux avec 3 types d'énergie. Donc, en très grande majorité, c'est de la chaleur qui est issue de notre incinérateur, donc notre installation dans laquelle on brûle nos ordures ménagères. Et donc, il y a une grosse installation industrielle qui permet de transformer ça en chaleur à hauteur de 85 à 90%. Voilà. Et puis en complément, on a également des chaufferies bois, biomasse. Et pour compenser quand il fait assez froid l'hiver, pour compléter tout ça, on peut avoir du gaz naturel. Voilà, mais okay. Ce qui en fait les 2 réseaux de chaleur sont parmi les plus vertueux du pays puisqu'ils sont alimentés à plus de 95% en énergie donc renouvelable. Il y a quelques années, on était encore alimenté au fioul et là on a complètement supprimé ça. Voilà, donc c'est une énergie extrêmement vertueuse. Ok. Bah, ça reste quand même brûler des déchets, non ? Alors ça reste brûler des déchets, mais finalement il vaut mieux, même si aucune solution n'est idéale, il vaut mieux brûler ces déchets que de les enfouir, que de les mettre sous la terre. Donc voilà, on les brûle, mais on fait ce qu'on appelle derrière une valorisation énergétique. Oui, d'accord. Donc on s'en débarrasse et en plus on valorise. Absolument. Et du coup, donc ça c'est un peu la situation dont on a hérité en arrivant sur le mandat. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que toi, en tant qu'élu, sur ce mandat-là, tu penses mettre en place ou tu as commencé à mettre en place sur toute cette stratégie réseau de chaleur ? Alors, ce qu'on espère, c'est réduire la production de déchets, puisque, alors déjà, on dit souvent que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc on travaille beaucoup en amont sur des campagnes de sensibilisation pour réduire le volume de déchets produits. On va avoir un certain nombre d'enjeux aussi. Alors je crois qu'on parlera plus en avant de la question des déchets oui. dans un prochain podcast. Mais on essaye de favoriser le réemploi, la réutilisation, le recyclage. On va être confronté aussi à des enjeux liés à ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire le fait de pouvoir recycler et collecter l'ensemble des déchets plastiques. Alors donc on essaye d'encourager les citoyens et c'est pas toujours facile puisqu'on voit que les volumes de déchets baissent très faiblement d'une année sur l'autre. Mais en tout cas, on essaye de détourner, et ça c'est l'objectif des prochaines années, de détourner un maximum d'ordures ménagères ou de ce qu'on appelle le tout venant, c'est-à-dire globalement les encombrants, le mobilier, etc., de l'enfouissement.
puisque c'est quand même une solution pas très écologique, même si l'incinération n'est pas idéale non plus, puisqu'il y a quand même des résidus qui partent dans l'atmosphère, même si ça est très filtré par les cheminées, par les filtres dans les cheminées. Mais bon, ce qui nous reste, il faut quand même en faire quelque chose. Et puis on a ce qu'on appelle, alors encore un acronyme, la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, qui est une taxe à la tonne de déchets enfouis dans les décharges, qui va doubler dans les 5 années qui viennent, puisque l'État essaye de rendre l'enfouissement de plus en plus onéreux pour les collectivités, de manière à ce qu'on trouve des alternatives. Ouais. Et on a aujourd'hui un incinérateur qui peut traiter 90 000 tonnes d'ordures ménagères chaque année, et on a un projet d'extension des capacités de 30 000 tonnes supplémentaires, dont un tiers supplémentaire, pour pouvoir justement capter ces encombrants, ce qu'on va typiquement récupérer dans les déchetteries, pour pouvoir les brûler également et les transformer, les valoriser énergétiquement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième unité de valorisation énergétique. Donc c'est un des projets d'extension des prochaines années. Ouais, donc c'est la nouvelle ligne dont on a déjà parlé. Non, on n'a pas parlé, mais on en a parlé en off. Une nouvelle ligne d'incinération qui va être faite. C'est ça dont tu parles? Oui, absolument. Donc, effectivement, quand on est arrivé en responsabilité, on n'était pas forcément favorable à ce projet, parce que par définition, on est plutôt favorable à une réduction globale de la production de déchets qu'à une augmentation de capacité, dont on estime que, c'est-à-dire plus on a de capacité à traiter les ordures, moins on a d'incitation à les réduire. Donc on n'était pas forcément favorable. Et puis comme les écologistes, tu le sais bien avec Nicolas, sont pas des gens dogmatiques, mais plutôt pragmatiques. On a regardé un petit peu les chiffres et on s'est rendu compte que si on continuait sans deuxième unité de valorisation énergétique, on risquait d'avoir un surcoût de près d'1 million chaque année. Donc il y a un moment, il faut bien se rendre à l'évidence, c'est le principe de réalité. Donc on est finalement favorable à cette deuxième unité, mais sous condition. Donc on essaye de s'assurer que ça se fait dans les meilleures conditions écologiques possibles, et puis surtout que le délégataire, puisqu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire que la collectivité donne mandat à un opérateur privé, Suez en l'occurrence, pour gérer cet équipement. On s'assure que tout ça se fasse dans des conditions de transparence les plus fortes possibles. Ouais, parce que Suez n'est pas forcément un élève... J'ai le droit de dire des trucs comme ça, les gars? Oui, tu dis ce que tu veux. Hein. Je sais pas. On l'a dit en exécutif communautaire, donc c'est une position qu'on assume. Oui. Très bien. En fait, la crainte qu'on a exprimée en exécutif communautaire, c'est justement celle de notre dépendance à cette délégation de service public. C'est-à-dire qu'on a une politique publique qu'on confie à Suez, qui va devenir en plus Veolia Suez avec avec cette fusion, et donc hégémonique sur ce type de sujet. Et donc nous, notre inquiétude, c'est de se dire après ils peuvent imposer des tarifs, et il faudrait pas qu'on se retrouve trop pieds et poings liés sur ce contrat. Et il y avait des alternatives? En fait non, c'est ça, c'est que l'ancien contrat de DSP nous laisse pas d'alternative, dans le sens où si on c'est fait quoi DSP? Délégation de service public. Ah oui. Dans le sens où on a besoin de ce four, parce qu'aujourd'hui, en effet, les encombrants partent en enfouissement et qu'il faut qu'on trouve une solution, et que malheureusement, nous tous, on ne réduit pas assez nos déchets. Donc on est obligé de trouver une solution, et l'ancien contrat de délégation de service public qui avait été signé avant notre arrivée précise que si on s'engage sur ce troisième four, les études sont faites par Veolia Suez, donc qui va faire l'étude et qui derrière va réaliser. Donc nous, dans nos conditionnalités, on demande à ce qu'il y ait une assistance de maîtrise d'ouvrage pour objectiver cette étude préopérationnelle et qu'on s'assure que ces coûts soient réels. Et puis l'autre chose qu'on veut pouvoir étudier, c'est notre capacité à pouvoir sortir de ces délégations de services publics à terme et réfléchir le contrat pour que cet investissement très conséquent dans ce nouveau four ne nous impose pas de rester ad vitam aeternam sous une délégation de service public. Et donc ça va être vraiment ça l'enjeu de cette étude, c'est de réussir à mettre un pied dans la porte pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas obligé de rester dans cette délégation de service public. Régie ou délégation de service public, c'est vraiment une question politique de premier ordre. Mais au-delà de ça, sur la délégation de service public des transports, l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on avait de la concurrence. C'est-à-dire qu'on a pu lancer une nouvelle délégation de service public
à coût égal, qui a donné sur un meilleur service public, parce qu'on avait bien trois entreprises qui étaient en concurrence et qui du coup se battaient pour rendre le meilleur service public possible. Et donc il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'on puisse sortir potentiellement de la DSP avec Suez, pour qu'il puisse y avoir, même si on repart en délégation de service public ou qu'on faisait le choix de ne pas partir en régie, qu'il y ait une vraie concurrence et qu'on puisse avoir le meilleur niveau de service possible. Ce qu'on remarque pour terminer, c'est que sur certains appels d'offres, il n'y a qu'un seul soumissionnaire. Ouais. Donc de là à penser que les opérateurs privés se mettent d'accord entre eux pour ne pas se marcher sur les pieds, il y a un pas que je ne franchirai peut-être pas aujourd'hui. Ouais, d'accord, non mais ça pose problème quand même. Ok, ben, on a fait un bon tour de ce sujet-là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Yann, merci Nico. Merci à toi, Gueule.